En direct jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1. Pendant près d'une heure, un invité face à 3 grandes signatures. Et ce soir, l'invité, c'est Olivier Roy. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, spécialiste de l'islam. Vous avez publié La peur de l'islam aux éditions de l'Aube. Et vous avez contribué à un livre qui vient de sortir, Qui est Daesh, coédité par Le 1 et Philippe Ray. Au lendemain des attentats de Paris, vous aviez eu cette formule frappante. Vous aviez dit, le problème, ce n'est pas la radicalisation de l'islam, c'est l'islamisation des radicaux. On va vous demander de nous expliquer. On vous interrogera aussi sur votre perception des terroristes, auteurs des attentats de janvier et de novembre. Vous les aviez qualifiés de pieds nickelés, voire de branleurs. On va en parler. Vous nous direz aussi ce que vous pensez de la fermeture des mosquées radicales. Pour la première fois, 3 d'entre elles ont été fermées cette semaine. Pour vous interroger ce soir, 3 grosses voix d'Europe 1. Serge July, Robert Namias et Didier François. Et ce ne sont pas des pieds nickelés. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier Roy, expliquez-nous cette formule. Elle est extrêmement intelligente, mais elle demande un petit peu de décryptage. Le problème, ce n'est donc pas la radicalisation de l'islam, c'est l'islamisation des radicaux. Il suffit de regarder un petit peu la liste des terroristes, parce qu'on les connaît, on a leurs noms. Bon, il y en a qui sont dans la nature, mais on sait qui c'est. Et ils ont tous des caractéristiques, dans le fond, très très proches. C'est tous des jeunes. Ils sont divisés en 2 groupes. À peu près 2 tiers, 3 quarts, ce sont des musulmans de 2e génération. Et le dernier quart, ce sont des convertis. Et tous ont en point commun, quand je dis tous, bien sûr, ça veut dire 90%, c'est qu'ils n'ont aucune éducation religieuse, aucune pratique religieuse réelle, et évidemment, les convertis, par définition, n'étaient pas musulmans. Ils étaient soit de famille catholique, soit de famille athée. Donc, on voit des jeunes qui vont très peu à la mosquée, boivent de l'alcool, vont dans les boîtes de nuit, font les zouaves, se retrouvent en prison, par exemple, pour les petites délinquances, du hashish, etc. Et puis un beau jour, en quelques mois, quelques semaines, ils se font pousser la barbe, ils parlent de religion et ils basculent dans le terrorisme. Il y a une chose qui est très frappante, c'est quand vous regardez les articles des journaux, chaque fois qu'il y a un terroriste qui a été identifié, donc les journalistes vont dans le quartier, vont dans la famille, etc. Et la réponse des gens est presque tout le temps, pas toujours, mais presque tout le temps la même. On ne comprend pas, ils buvaient de l'alcool, ils n'étaient pas spécialement croyants, ils dealaient du hashish. Il allait pas à la mosquée, etc. Ah oui, c'est vrai, mais il y a 3 mois, 4 mois, oui, il a refusé de serrer la main aux femmes, bon. Donc vous voulez dire qu'ils sont plus d'abord des radicaux avant de devenir des islamistes? La rupture est d'abord dans leur tête. C'est la rupture avec la société, la rupture avec les parents aussi, qu'ils essaient de reconvertir par la Suisse. Et puis, ils trouvent là aujourd'hui, dans l'islam radical, bien sûr. Je dis pas qu'il n'y a pas d'islam radical. Il y a un islam radical sur le marché. Et ils trouvent dans le fond le grand récit de leurs nouvelles aventures et de leur mort aussi, bien sûr. C'est quoi le déclic? Parce que tous ne basculent pas précisément dans cet islam-là, heureusement, comme dit Didier. Et donc, le déclic, parce que vous en faites, vous comparez souvent à d'autres jeunes dans d'autres époques qui avaient basculé, en Allemagne la bande à Bader, Action Directe en France, etc. Bon, avec cette forme de fantasme du terrorisme meurtrier. Mais comment vous analysez, vous, le déclic? Il est très particulier. Et il ne touche pas, en effet, tous ces jeunes. Il est très individuel. Je pense on est dans des histoires individuelles. La preuve, d'ailleurs, c'est que ces jeunes ne fréquentent aucune communauté. Ils ne sont pas intégrés dans une société, même une société musulmane. Ils se retrouvent entre copains. Et il y a une chose qui est quand même très frappante. On a un nombre incroyable de pères, de frangins. Ce sont des frères, des fratries, qui basculent, qui entraînent éventuellement leur sœur va épouser un de leurs copains, et cousines, etc. Donc on voit bien que c'est dans une espèce de crise, dans une petite cellule familiale, dans une cellule de prison d'ailleurs parfois, et parce que la prison joue un rôle aussi là-dedans. La prison, c'est le moment où un jeune est bien entendu isolé, dans une situation vécue comme humiliante, et où le salafisme, le radicalisme, lui offre d'un seul coup la possibilité de retourner la situation, c'est-à-dire de loser, de perdant. Il devient d'un seul coup le vengeur, celui qui va terroriser ceux par qui il s'est senti, à tort ou à raison, ça c'est une autre histoire, humilié. Il y a ce côté, si vous voulez, de ressentiment contre la société. C'est une sorte de, je voudrais pas faire de jeu de mots qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, mais une sorte de chemin de Damas individuel, à votre avis? Une espèce d'illumination tout d'un coup. Oui, et on s'entraide les uns les autres dans le cadre d'un petit groupe de copains ou de frères très étroits. Pourquoi ça reste circonscrit à ce que vous appelez la 2e génération en France? Parce que je pense que les convertis de 2e génération ont un point commun, c'est la non-transmission
d'une religion enracinée dans une culture par les parents. Les deuxièmes générations, bon, ça j'ai étudié ça, moi, j'ai vu ça concrètement quand j'étais prof de lycée. Ils sont nés quand, la deuxième génération? Alors, mais ça dépend. C'est pas une histoire de date. Ça dépend de quand leurs parents sont venus. Et les parents en général sont plutôt des blédards, des gens qui sont venus pour travailler, pour des raisons économiques, qui parlent plus ou moins bien le français. Et puis surtout, qui n'arrivent pas à transmettre leur religion traditionnelle, tout simplement parce que cette religion traditionnelle, elle fait sens dans le cadre du pays, de la ville d'origine, du village, de la famille étendue, etc. Mais transposée dans une banlieue parisienne, ça marche plus. Le culte marocain du saint, les choses comme ça, les fraternités un peu soufis, bon, ça marche plus, ça se transplante pas, ou en tout cas pas comme ça. Donc cet islam paraît très souvent à leurs enfants comme du folklore, du toc. Et puis ils tombent, alors tôt ou tard, soit sur un prédicateur, soit sur Internet, soit ils se font leur petit islam eux-mêmes sur le salafisme. Et le salafisme fait l'apologie de la déculturation. C'est-à-dire le salafisme dit aux jeunes, tu n'as pas la culture de tes parents, tu as perdu la culture de tes parents, c'est bien. Parce que la religion de tes parents, l'islam de tes parents, c'est pas le vrai islam. C'est un islam magique, c'est un islam folklorique, c'est un islam superstitieux. Moi, je vais t'apprendre le vrai islam. Et alors, le vrai islam du salafi, c'est très simple, c'est une série de normes. Fais, ne fais pas, brosse-toi les dents comme ça, habille-toi comme ça, etc. Et pour un jeune qui est un peu paumé, il a deux choses avec ça. Un, ça lui donne une structure. Et puis deux, c'est lui le maître. C'est lui qui va maintenant enseigner à son père, à sa sœur, à ses tantes, comment il faut s'habiller. Oui, mais alors, j'ai envie de vous demander, excusez-moi de la question, elle est un peu obscène, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que ce type de situation, vous dites, il n'y a pas de transmission entre la première génération et la deuxième génération, on ne communique pas la religion des parents, donc pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que, en gros, l'intégration marche. C'est-à-dire parce que, en gros, les musulmans, la plupart des gens d'origine musulmane en France, ont passé ce cap. Il y a eu des crises. Moi, j'ai connu, par exemple, beaucoup de jeunes qui ont fait un passage au salafisme quand ils avaient 18, 20 ans. Et puis maintenant, ils ont 35 ans, 40 ans, ils sont mariés, ils ont 3 enfants, et ils mettent leurs enfants à l'école catholique parce qu'au moins, là, il y a une bonne éducation, etc. Et ils ne portent plus la grande chemise blanche. Leurs femmes peuvent avoir éventuellement un petit voile léger, mais leur femme travaille, elle est employée dans des magasins, etc. Ils sont intégrés. Bon, alors ils sont croyants. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'en France, on a une suspicion envers tous les gens qui croient, qui affichent une croyance, qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques. On est un pays qui est ultra laïque. Bon, on a un problème à comprendre le religieux. On le voit toujours comme chose un peu bizarre. Mais la plupart des gens d'origine musulmane, après cette période d'adaptation, soit il y en a qui sont devenus tout simplement des athées, des grands athées. D'autres, certains se sont convertis au christianisme. Il y a beaucoup de musulmans convertis au protestantisme en général en France aujourd'hui. Et ça, évidemment, on veut pas le voir parce que ceux-là sont aussi parfaitement intégrés. Et puis il y a les musulmans qui ont trouvé la manière de combiner, je dirais, la pratique religieuse avec une société laïque. Olivier Roy, pardon, Serge Julie, on revient avec Didier François notamment pour interroger Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam, juste après une pause. Et avec le politologue spécialiste de l'islam, Olivier Roy, qui est interrogé par Serge Julie, Robert Namier. C'est Didier François qui vous pose la prochaine question. Alors, il y a une spécificité en France qui est importante, c'est le nombre de convertis qui ne sont pas du tout d'origine maghrébine ou d'origine arabe ou d'origine musulmane. Comment on explique ça? 24-25%, c'est un quart des djihadistes. Et c'est le double de ce qu'on a en Europe. Alors je pense que c'est des jeunes qui vivent une rupture générale, une rupture avec la société, mais qui vont vers l'islam parce que sur le marché aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire une rupture et que ça se voit, c'est l'islam radical, bien entendu. Si vous devenez un djihadiste, vous êtes sûr de faire la une des journaux. Par contre, si vous faites votre petit crime local, que vous allez tuer quelqu'un dans votre école, que vous lancez une attaque de banque, etc., ça sera un fait divers. Donc je crois que ça leur permet d'abord de passer du fait divers à la grande tragédie mondiale. Et puis, je pense qu'ils y trouvent une dimension mystique. Parce que quand je dis que c'est islamisation de la radicalité, ça veut dire aussi qu'il y a une dimension religieuse, bien sûr. C'est pas seulement de la politique. C'est un nihilisme mystique.
Oui, il y a une dimension mystique là-dedans. On le voit bien dans leur dimension suicidaire, hein, leur fascination pour la mort, que ce soit évidemment celle des autres, mais aussi la leur, parce que un peu comme les anarchistes à la fin du 19e. Oui, où en se tuant, ou en se laissant tuer, on se purifie dans le fond. Il y a une dimension, là, je dirais, un peu masochiste, si on veut parler en termes psychanalytiques, mais qui est aussi une dimension de rédemption, hein, de salut. Il y a quand même une dimension religieuse. Sur ces centaines de milliers, quand même, de jeunes gens entre 15 et 35 ans qui peuvent, à un moment donné, pour des raisons générationnelles que vous avez très bien expliquées, basculer. Voilà. Oui, non, mais 3000 identifiés comme tels, mais sur cette masse de plusieurs centaines de milliers, justement. Est-ce qu'on peut prévenir, en quelque sorte? On parlait tout à l'heure, on l'entendait encore dans le journal, éventuellement chercher dans les écoles, dans tous les lieux où il y a des rassemblements de jeunes, ceux qui pourraient manifester un basculement. Est-ce que c'est prévisible? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut le contenir? Alors le basculement est très rapide, donc c'est très difficile de faire un suivi, je dirais, de tous les gens qui sont un petit peu contestataires ou grande gueule ou pas bien dans leur peau, pour voir lesquels vont basculer dans le djihadisme. C'est quasiment infaisable. Bon. Ou alors il faudrait un État presque policier, quoi. Il faudrait que dans les écoles on soit. Vous ne croyez pas, vous, aux professeurs qui peuvent déceler, aux parents eux-mêmes qui pourraient s'en inquiéter et qui mettraient en garde éventuellement les autorités contre des risques d'islamisation d'un de ses enfants adolescents? Alors aujourd'hui, les parents le font. Hein. Les parents appellent la police et se plaignent très souvent de ne pas avoir de réponse. Parce qu'il faut voir aussi que c'est très compliqué. Vous avez aussi des histoires familiales qui vont se régler par la dénonciation à la police. Hein. Ça permet de... Pas terrible. Oui. On l'a vu avec l'affaire d'hiver, tout à fait récent d'ailleurs, de parents qui ont été dénoncés. Donc il y a beaucoup de risques à cet appel à la délation généralisée. Ça peut causer énormément de mal, sans forcément arriver à repérer vraiment les gens qui décident de passer de l'autre côté. Moi, je crois que la prévention, elle passe plutôt par l'épuisement de la fascination, c'est-à-dire de casser un petit peu ce discours d'héroïsme que Daesh tient sur lui-même, de casser cette image du djihadiste comme héros. Et ça passe par la lutte, par exemple, sur les sites internet, la lutte informatique contre Daesh et sa propagande? Je suis très sceptique sur casser la propagande de Daesh. Par contre, sur d'autres types de contre-propagande, je dirais, à condition qu'elle ne soit pas étatique, c'est quand les gouvernements... Les mosquées la prison, les mosquées... Et puis aussi, des choses spontanées, l'humour, par exemple. Vous avez beaucoup, en Angleterre, ça se fait beaucoup, des gens qui font des petites vidéos pour se moquer de Daesh, qui font des films pour se moquer également de Daesh, qui ridiculisent, dans le fond, les apprentis djihadistes. La dernière fois qu'il y en a qui se moquaient de Daesh... Ça a quand même provoqué un attentat. Nous vivons une période dangereuse. Hein, ça c'est clair. Mais si on veut se mouiller dans une, si on veut être actif, on prend des risques. La dérision est utile, quoi. Oui. La différence, c'est que Charlie Hebdo se moquait pas spécifiquement des djihadistes. Hein. Il y avait une espèce d'anticléricalisme, disons, qui est la marque de... Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des musulmans ou des croyants en général, d'ailleurs, parce que le pape lui-même a dit « je ne suis pas Charlie », qui ne pouvaient pas s'identifier. Faut dire, il aurait dit « je suis Charlie », on l'aurait pas cru. Mais tandis que maintenant, avec le type de crimes que les djihadistes et terroristes commettent, là, il y a plus d'hésitation une seconde. Quoi. Bon, ils tirent dans le tas, ils tirent dans la société, et on le voit bien. Il y a eu aucune réticence cette année dans les minutes de silence, par exemple, dans les écoles. C'est-à-dire, on voit bien là que il y a un basculement. Des petits jeunes qui n'ont pas forcément grand-chose dans la tête, à 13 ans, 14 ans, qui veulent juste montrer qu'ils existent et qui et donc qui ont essayé de saboter la minute de silence l'an dernier. Cette année, apparemment, ils se sont tus. Parce que je crois qu'ils ont été effectivement impressionnés par le crime. Hein. Donc les gens ont compris maintenant la dangerosité de cette organisation. Ah oui, ça je pense que c'est très très net, parce qu'il n'y a plus Daesh n'a plus aucun discours qui pourrait justifier aux yeux de gens qui ne sont pas des radicaux djihadistes ce qu'ils ont fait. C'est injustifiable. Voilà. Ils pouvaient trouver un discours pour justifier l'assassinat des gens de Charlie Hebdo, qui n'était pas un discours, je dirais, de djihad ou propre à eux. Par contre, là, c'est plus possible. Donc je crois que Daesh, dans une politique
pratique du pire, hein, et qui va contribuer à isoler ces jeunes-là. Comme d'ailleurs tous les mouvements qui font de la propagande par le fait, tous les mouvements qui utilisent le terrorisme, tôt ou tard, à un moment donné, ils sont complètement coupés des gens qui prétendaient... Compte tenu de ce que vous dites, du fait qu'il y a 3000 vraiment identifiés, etc., est-ce que vous considérez que nous sommes réellement en guerre? Est-ce que le mot est approprié? C'est une métaphore. On est en guerre dans la mesure où ces gens-là représentent une véritable menace sécuritaire, c'est évident. Mais en même temps, parler de guerre au sens de stratégie, État, c'est justement rentrer dans la propagande de Daesh. Daesh se veut, comme Al-Qaïda, la menace principale pour l'Occident. Et on lui donne ce titre de menace principale pour l'Occident. Daesh se présente comme un État, et on parle de lui comme un État. Je crois qu'il faut au contraire dégonfler un petit peu les prétentions de Daesh, parce que ce prestige de Daesh chez beaucoup de jeunes, ça marche. Hein. Ça disait, je rejoins Daesh, je rejoins l'État islamique, et je suis d'un seul coup celui qui fait trembler la République. Olivier Roy, le politologue spécialiste de l'islam, est l'invité du Club de la Presse. Juste après la pause, on vous demande si vous pensez que fermer les mosquées, comme ça a été fait pour la première fois en France cette semaine, si fermer les mosquées, ça sert à quelque chose. Le Club de la Presse d'Europe 1 en direct jusqu'à 20h avec Olivier Roy, le politologue, interrogé ce soir par Robert Namias, Serge July et Didier François. Olivier Roy, vous parlez de cette formule au début, vous nous parliez de l'islamisation des radicaux. Vous nous disiez c'est un petit groupe qui sont d'abord des radicaux et qui accessoirement se sont islamisés. Est-ce que dans ce contexte, il faut, comme le gouvernement a décidé de le faire cette semaine, pointer, cibler les mosquées radicales et éventuellement le fermer, comme on l'a fait à Lagny, en région parisienne? Là, ici, les mosquées radicales sont des mosquées salafistes. Hein. C'est ça la religion, enfin l'école religieuse qui est visée sous le nom de radicalisme. Bon, on sait que c'est pas dans les mosquées que ces jeunes se radicalisent politiquement, c'est pas là qu'ils passent à l'action politique, au terrorisme, et on sait qu'ils se passent au salafisme entre eux. Ils n'ont pas besoin de la mosquée salafiste. Mais quand ils se radicalisent, c'est toujours au salafisme. C'est toujours en empruntant le discours religieux du salafisme. Donc, en ce sens, il y a bien une responsabilité du salafisme. Pas au sens où ce sont des terroristes, mais au sens où ils mettent sur le marché un discours qui n'est pas du tout un discours d'intégration, qui n'est pas du tout un discours, disons, de spiritualité, ou très peu, qui est un discours de l'enfermement, hein, vous êtes les meilleurs, à condition de rester entre vous et de ne pas vous mêler à ce monde impur. Et accessoirement, vous êtes des victimes en vivant en France? Oui, mais le salafisme, c'est très axé aussi sur le salut. Hein. Et on peut passer très facilement d'une recherche du salut à un certain millénarisme utopique, voire suicidaire. Bon. Donc, il y a une responsabilité du salafisme. Je dirais plus une responsabilité morale et intellectuelle que strictement organique, si je peux dire. D'où ma question, est-ce qu'on a raison de fermer les mosquées lorsqu'on apprend qu'elles sont aux mains de cibler sur les mosquées même. De cibler, de fermer, c'est une autre affaire. Ouais. Mais enfin, il faut qu'il y ait un délit pour fermer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut rester dans le cadre de la loi, c'est très important. Mais de poser la question de la responsabilité morale et citoyenne du prédicateur salafi, oui, je pense qu'il faut effectivement le dire. Et eux s'exonèrent en disant, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. C'est toujours nous les victimes. Et donc, ils maintiennent les jeunes dans ce discours victimaire qui produit également une forme de radicalisation, enfin, qui peut les inciter à se révolter. Attendez, juste pour poursuivre, puisqu'on est sur ces mosquées-là, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'imam de Brest, dont on a beaucoup parlé? En cherchant bien, on a trouvé une déclaration qui était très tendancieuse, puisqu'il disait aux enfants que s'ils faisaient de la musique, ils allaient se transformer en porc. Est-ce que là, vous êtes partisan d'une dissolution de l'association cultuelle, d'une fermeture de la mosquée? Non, alors il faudrait fermer énormément de lieux de culte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, à une certaine époque où il y avait des curés qui vous disaient que vous iriez en enfer si vous vous masturbiez. Hein. Ce discours de la... fermer toutes les églises où il y a un curé qui dit... qui vous menace de l'enfer, qui menace les enfants de l'enfer. Bon, parce que c'est bien ça. Et alors, on sait que c'est quand même une pratique très traditionnelle dans les groupes religieux un peu stricts de menacer les enfants de l'enfer, parce qu'on sait très bien qu'autrement les enfants ils suivront pas la loi. Donc je pense que tout le monde s'est indigné sur ce type-là. C'est de loin, c'est pas le pire. Il a un petit côté folklorique, mais je pense aussi que c'est pas une mauvaise chose de lui tirer les oreilles, de dire bon attention. Et quelle est votre responsabilité sociale
sociale. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été assez sensible à ça. C'est pas la peur du gendarme qui l'a fait rétropédaler un petit peu. C'est que bon, il a été mis devant ses responsabilités. Il y a une responsabilité morale de toute personne qui prêche une religion quelle qu'elle soit. Alors ça pose la question Robert du financement, de manière générale. Des mosquées, de la construction des mosquées, de leur entretien. Est-ce que d'abord, à votre avis, il y a des financements étrangers ? Et dans ce cas, de quel pays ? Qui peuvent éventuellement jouer un double jeu, c'est bien la question qui se pose. Et on sait de qui on peut parler. Et que faut-il faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Est-ce qu'on peut les interdire ? Robert, si tu me permets d'ajouter quelque chose, c'est est-ce que il y a des financements étrangers, il y en a évidemment. Est-ce que l'État doit financer un clergé musulman pour éviter justement la mainmise du wahhabisme ou d'autres tendances de l'islam. D'ailleurs, qui finance de l'étranger, pour être clair. Alors, je crois que là, on est dans un piège, c'est-à-dire remplacer un financement étatique étranger par un financement étatique français. Et là, on met la religion sous le contrôle de l'État, quel que soit l'État, de fait, donc des États essentiellement du Golfe, bien sûr. Et donc de l'Arabie Saoudite. Et donc de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Ce sont eux qui financent. Les monarchies, quoi. Oui. Monarchie du Golfe. Et alors, non seulement ils financent, en tout cas pour l'Arabie Saoudite, mais je dirais, ils mettent sur le marché un islam de type salafiste, plus modéré que d'autres salafistes. Mais ils ne font absolument rien pour pour favoriser, disons, un islam plus spirituel, plus ouvert, etc. Au contraire, ils vont critiquer tous ceux qui ont une pensée critique à l'intérieur du monde de l'islam. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait boycotter l'Arabie Saoudite? On le fera pas pour des raisons politiques. Oui, ça c'est évident. Donc c'est le sens de ma question. Si on veut lutter efficacement contre la radicalité, est-ce qu'ils sont dans un double jeu? Est-ce que le fait qu'ils soient salafistes implique que finalement ils ne sont pas fondamentalement hostiles à Daesh et à l'idéologie de Daesh? Alors, si vous prenez l'establishment politique saoudien, c'est-à-dire en gros la famille royale, ils voient pas où est le problème. Parce qu'ils vous disent, mais oui, on est wahhabites, donc salafis, et en même temps, on est les meilleurs alliés de l'Occident. Donc vous voyez, le salafisme peut très bien fonctionner avec être pro-occidental. Simplement, au niveau social, c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Les réseaux wahhabites salafis, c'est pas des réseaux d'establishment. Ils s'adressent plutôt aux paumés, aux pauvres, à ceux qui sont en quête d'une vérité, et là le discours devient beaucoup plus radical, avec des conséquences sociales beaucoup plus radicales. Et alors on a essayé de faire naître depuis une dizaine d'années un islam de France. Nicolas Sarkozy a commencé cette opération avec le Conseil du culte musulman. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi depuis 10 ans on n'arrive pas à créer un islam, une organisation de l'islam en France? Depuis 25 ans. C'est Pierre Jox qui a lancé le CORIF il y a 25 ans. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que on s'y prend extrêmement mal. D'abord, on n'arrête pas de dire il faut un islam de France, et qu'est-ce qu'on fait? On négocie avec les pays étrangers cet islam de France. Bon, nommément le Maroc, l'Algérie et la Turquie. On les charge de former nos imams. C'est l'Algérie qui tient la grande mosquée. Bon, j'ai rien contre la grande mosquée, mais enfin c'est un organisme algérien. Donc il faut qu'on sorte de cette hypocrisie ou de cette schizophrénie. Si on veut former un imam de France, il faut recruter en France. Et là, on a un problème très simple, c'est que la première génération, bon, c'est une génération de travailleurs, de gens très souvent qui n'avaient pas fait d'études, et il y a un problème de faire sortir des cadres et de faire sortir un financement. Parce que la seule manière de financer l'islam de France, c'est par les musulmans français, point. Ni État français, ni État étranger. Seulement, les musulmans français, ils sont pas très riches. Donc, on revient toujours à cette question de l'évolution sociologique des populations musulmanes en France. Et moi, je dis, il y a une évolution énorme depuis 30 ou 40 ans. On a maintenant des classes moyennes et des cadres supérieurs et même des fortunes de gens d'origine musulmane. On commence à avoir des imams à Bordeaux, à Grenoble, etc., qui commencent à être des islams de France, des imams de France, et qui ont beaucoup évolué par rapport aux, justement, ce qu'on appelait les blédards, les anciens imams qui venaient avec les travailleurs immigrés. Donc, mais c'est lent, c'est extrêmement lent. Parce que c'est un phénomène de génération. Et c'est mûr. Vous semblez indiquer que c'est mûr pour faire.
Parce qu'on a cette bourgeoisie sociologiquement, cette bourgeoisie on a la musulmane. population. Mais cette population, disons de classe moyenne musulmane, elle est très individualiste, bien entendu, et elle veut surtout pas se mettre en avant. Bon, simplement, je pense que sous la pression justement des événements, du terrorisme, etc., ils vont être amenés à se prendre en main de plus en plus. Vous expliquez qu'un imam qui officie, par exemple en région parisienne, il est généralement payé 450 € par mois, et que donc forcément ça n'attire pas des Français musulmans diplômés, cultivés. Mais évidemment, il y a une crise de vocation. Quand vous avez un bac+5, vous ne devenez pas imam d'une petite mosquée de banlieue. Alors la petite mosquée de banlieue, elle va recruter son imam dans le bled, bien sûr. Et on a des imams qui parlent plus mal le français que les terroristes. Tant que les imams prétendus modérés que nous montre la télévision parleront plus mal le français que les terroristes, ils n'auront aucune influence sur les radicaux pour les déradicaliser, c'est évident. Donc il faut s'adresser aux musulmans français. Et là, il y a une espèce de méfiance. C'est-à-dire, dès que un croyant, etc., commence à très bien parler le français, à s'exprimer, disons, en des termes modernes, etc., on parle tout de suite de double discours, etc. On se méfie, dans le fond. Tout se passe comme si le musulman modéré pouvait être qu'une espèce de plouc importé du Maroc. Mais ou de la l'armée, Tunisie. pourtant, elle a réussi à recruter une quarantaine d'aumôniers de bon niveau. Parce que l'armée, c'est pas en compte. Ouais, pardon, Didier ? Déjà, elle les paye. L'armée les paye, ils ont le statut d'officier, elle recrute elle-même, elle ne passe pas par les ambassades marocaines ou turques, et elle leur donne un statut. Bon, et du coup, elle a eu aucun problème. Elle a fait un appel d'offres, l'armée. Elle n'a pas été cherchée dans des madrassas, etc. Elle a fait un appel d'offres. Il y a eu des centaines de candidats qui sont présentés. Elle a sélectionné. Elle a pris des croyants, bien sûr. Oui, c'est mieux. Quand on est aumônier. Oui, mais enfin, quand vous écoutez certaines personnes laïques, on a l'impression que pour eux, un bon croyant, c'est un croyant qui ne croit pas. Parce que l'armée a pris des croyants, mais des gens très calibrés, et ça marche. Bon, ça marche. On n'a pas eu de cas. L'armée française compte entre 10 et 15% de musulmans parmi les soldats, pas parmi les officiers. Et l'armée française aujourd'hui se bat presque uniquement sur des terrains musulmans, l'Afghanistan, le Mali, etc. Bon, et les recrues d'origine musulmane sont loyaux. Ça marche très bien. Bon. Mais ça, on n'en parle jamais. C'est un nommé militaire français qui a fait. Didier François, pardon ? Pardon. Oui, d'ailleurs, les gens à Tombouctou ont été extrêmement surpris. Le premier vendredi après la libération de la ville, c'est un nommé militaire français en uniforme qui est venu diriger la grande prière du vendredi. À côté de l'imam. Un Oui, officier bien sûr. français Bien sûr. a fait la prière du vendredi à la mosquée Absolument. de Tombouctou. Ouais. Robert Nabas. En vous écoutant, au fond, vous nous expliquez que l'intégration, quand même, la normalisation, entre guillemets, de la religion musulmane dans notre pays a beaucoup avancé, a beaucoup progressé. Et que, finalement, ces 3000 intégristes, salafistes, futurs djihadistes, peut-être, sont l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est pas du tout, même ceux qui nous écoutent, à cette heure-ci, là, à 8h moins le quart, c'est pas du tout ce que pensent les Français aujourd'hui. Il y a un décalage complet entre ce que vous dites depuis 3 quarts d'heure, absolument passionnant d'ailleurs, et puis la réalité de ce que vivent les Français, dont on sait très bien que ça peut même se traduire électoralement dimanche. Comment expliquez-vous un tel décalage ? Est-ce que ça n'est dû qu'au terrorisme ? Est-ce que ça n'est dû qu'à ces 3000 Voilà, surenchère peut-être sécuritaire. Comment l'expliquez-vous ? Vas-y, Romain. Et comment y remédier ? Alors, ça n'est pas dû qu'au terrorisme du tout. Le terrorisme a renforcé ça, bien sûr. Mais c'est dû au fait que tous les discours, disons, dominants, qu'ils soient de droite ou de gauche, supposent qu'il y a un essentialisme musulman, si je peux dire. C'est-à-dire, suppose que les musulmans ont tous dans la tête un petit logiciel coranique, qui, dès qu'ils se lèvent le matin, va diriger tout ce qu'ils vont dire et penser dans la journée. Alors que la première chose que fait un musulman qui se lève le matin, c'est de voir qu'est-ce qu'il va bouffer. D'emmener ses enfants à l'école, etc. Bon. Et ça, on veut pas le voir, alors que tous les Français ont un copain musulman. Je veux dire, bon, on est une société qui est en fait très très mixte. Si on compare avec l'Allemagne, si on compare avec la Hollande, par exemple, et à tous les niveaux sociaux. Si vous prenez le journal local, vous verrez dans les mariages, il y a énormément de mariages mixtes en France. Mais c'est toujours le vieux discours. Ah oui, mais lui, c'est un bon musulman, enfin au sens laïque du terme. Il boit, il a pas la barbe, etc. Bon. Alors que c'est justement la preuve d'une intégration qui a plutôt réussi.
Alors les discours essentialistes, c'est très simple. Donc nous disons, en gros, la droite, c'est les musulmans sont avant tout des Arabes venus du Moyen-Orient et c'est un problème de culture, qu'ils soient croyants, pas croyants, dans le fond, ça n'a pas tellement d'importance. Pour un laïc, un bon musulman, c'est un musulman qui cesse de croire, donc il faut qui garde sa foi dans le privé. Donc il y a une certaine gauche qui ne veut pas entendre parler de l'islam comme religion, mais qui aimerait bien aussi ne pas entendre parler du christianisme comme religion. C'est pas forcément de l'islamophobie. Oui, il y a une phobie du religieux en France. C'est très net et qui touche toutes les religions. Les évêques sont les premiers à s'en plaindre de cette phobie du religieux. Et puis vous avez une gauche, disons, que j'appelle tiers-mondiste, ils aiment pas ça, mais qui dit, le musulman porte tout le poids du passé colonial, il retrouve en France son statut de colonisé, c'est les indigènes de la République, etc. Donc c'est une victime. Et là aussi, on fait de tous les jeunes d'aujourd'hui, dans le fond, on leur impose le destin de leurs grands-parents, c'est-à-dire vous n'êtes pas libre de votre destin. Et dans tous les cas, c'est comme ça qu'on voit les musulmans, comme des gens qui ne sont pas libres, parce qu'ils ont soit le poids du Coran, soit le poids de l'histoire coloniale, soit le poids des conflits du Moyen-Orient, et qui ne sont pas capables de s'intégrer comme citoyens, tout en ayant ou pas la foi, dans une société laïque. Et vous nous dites, Olivier Roy, que tout le monde se trompe donc dans ce domaine. On poursuit le débat juste après une dernière pause. Olivier Roy qui vient de contribuer à un ouvrage qui s'appelle Qui est Daesh et puis qui avait écrit peu de temps auparavant La peur de l'islam aux éditions de l'Aube. Olivier Roy, vous nous expliquez il y a quelques minutes comment l'armée française a bien réussi à intégrer une quarantaine d'aumôniers musulmans qui font le boulot, qui sont d'un bon niveau. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose dans les prisons françaises ? Parce que, je dirais, pour des raisons presque culturelles, l'armée, par définition, n'est pas anti-religieuse. Parce que, par exemple, dans l'armée, vous devez déclarer votre religion, parce que, si vous êtes tué au combat, il faut bien organiser les funérailles. Tandis que le reste de la société française, elle, ne veut pas savoir sa religion. Et donc, en prison, il y avait, disons, une hostilité de l'administration par rapport aux faits des aumôniers. Alors évidemment, l'Église catholique était là, elle s'était installée, mais les activités des aumôniers catholiques comme protestants étaient très contrôlées par l'administration. Donc l'administration était extrêmement réticente à accepter l'idée d'aumôniers musulmans. Maintenant c'est fait, les instructions sont données. Le problème c'est de les trouver. Mais le problème aussi c'est, on les envoie pourquoi ? Dans l'esprit de l'administration, c'est pour lutter contre le radicalisme. Et là, évidemment, je comprends, bien entendu, mais la conséquence, c'est que pour les jeunes en prison, ils vont être perçus comme des auxiliaires du gardien et du policier. Alors que, pour moi, un aumônier, quelle que soit sa religion, est dans une prison pour répondre aux besoins spirituels des prisonniers. Il n'est pas là pour faire une forme de politique ou une autre. Et si on arrive justement, pour les gens qui sont croyants, bien sûr, il ne s'agit surtout pas de rendre l'aumônier obligatoire, mais pour ceux qui sont croyants, s'il y a quelqu'un avec qui il peut justement parler sans contrainte des questions spirituelles, alors là, on assèche le terrain pour les radicaux salafistes, qui auront beaucoup moins de possibilités de jouer sur la faiblesse psychologique structurelle d'un jeune en prison. Didier François ? Oui, il y a l'autre problème, c'est justement la question de la dissuasion de la peine. Parce que ce qu'on voit en fait passer aux djihadistes, c'est comme les criminels qui n'ont pas utilisé la prison pour se racheter en fait. Donc c'est comment est-ce qu'on peut déceler aussi, indépendamment des aumôniers, en prison avec un service de renseignement ou un suivi, les gens dont on voit que finalement la peine ne les aura pas ramenés dans le droit chemin, entre guillemets, et qui vont passer, quoi que ce soit pour la criminalité ou le terrorisme, plutôt à la phase supérieure, l'école du crime. Oui, et ça, c'est une vieille histoire, que la prison forme des délinquants ou forme des opposants politiques. Beaucoup de communistes ont été, dans les temps très anciens, ou d'anarchistes, ont été justement formés en prison. Parce que la prison, dans le fond, c'est une contre-société. Les prisonniers s'organisent entre eux. C'est pas vrai que les prisonniers sont constamment surveillés, pris en charge par l'administration. C'est toujours un rapport de force interne. Et donc on a des caïds, ou des chefs, ou des leaders, ou des gourous, qui arrive à structurer les jeunes prisonniers et à leur permettre de résister à l'administration. Donc là, il y a tout un travail très complexe à faire. Et je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Mon collègue Farhad Khosrow-Khavar connaît ça bien mieux que moi.
Et je sais que l'administration pénitentiaire travaille là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regrouper tous les radicaux en même temps peut porter d'énormes inconvénients. Les disséminer, ça peut leur permettre de disséminer la mauvaise parole. Parce qu'on en parle pour nos djihadistes, mais c'est un peu la même chose avec l'État islamique, qui a été en fait créé par des cadres qui étaient à l'origine des militaires de l'armée de Saddam, qui n'étaient pas particulièrement religieux, qui sont tous retrouvés dans la même prison à Boukas et qui ont créé ensuite cette structure clandestine qui a donné l'État islamique. Oui, c'est ça, et où on utilise aussi des méthodes, j'allais dire, quasi mafieuses. C'est-à-dire, par exemple, dans ces exécutions, il y a un côté rituel où chaque nouveau soldat est obligé de tuer quelqu'un devant les caméras. Et une fois qu'il a fait ça, il ne peut plus sortir de l'organisation parce qu'il sera évidemment poursuivi, tué, etc. Compte tenu de ce que vous dites, même si vous ne tenez pas vraiment à utiliser le terme de guerre, et compte tenu de votre connaissance de la situation actuelle de l'islam, c'est non pas une guerre de 30 ans, mais une affaire de 30 ans, comme semble le penser un certain nombre de politiques, mais ce que dit Valls en gros, ou est-ce que ça peut être réglé beaucoup plus rapidement? Je pense que c'est d'abord une question de génération. L'islam est en train de subir une mue en l'espace de 2 ou 3 générations, alors que le catholicisme a mis un siècle, dans le fond, entre le milieu 19e et puis le Concile Vatican II, pour s'adapter à la sécularisation. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement la question de l'islam en Europe, qui est une question disons sociologique et culturelle. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Et là, c'est pas une question religieuse. Le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est pas un conflit de dogme. C'est comme la guerre de 30 ans en Europe. Ce sont les grandes puissances qui se battent pour savoir laquelle va avoir l'hégémonie dans la région. Elles vont évidemment s'épuiser à ce petit jeu-là. Et ces grandes puissances locales manipulent le religieux. Donc l'Iran manipule le chiisme, l'Arabie Saoudite le sunnisme, et donc ça met de l'huile sur le feu sacré, si je peux dire. Donc ça va durer aussi pour d'autres raisons. Pour terminer, vous pensez que les mesures qui sont prises par le gouvernement, le président de la République, compliquent les choses ou vont dans le bon sens? Le discours est un discours qui rassure et en ce moment je crois que les Français ont besoin de ça, donc politiquement c'est justifié, mais les mesures en question, elles vont survivre à la crise et elles serviront peut-être à d'autres choses dans quelques années pour lesquelles elles n'étaient pas prévues au début. C'est toujours le problème des lois d'exception. Vous voulez dire les lois d'exception avec les changements de majorité? Oui. Olivier Roy, spécialiste de l'islam mais politologue, on vient de l'entendre, était l'invité du Club de la Presse d'Europe 1 avec Didier François, Serge Julie et Robert Namias. Merci beaucoup.